Bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Merci Marie-France de votre accueil et de la présentation. Alors je pense que certains d'entre vous me connaissent et ont déjà soit sont allés visiter les pagodes bouddhistes ou alors m'ont entendu parler du bouddhisme et de l'hindouisme. Donc voilà, il y a des choses que vous retrouverez sans doute. Donc voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, parce que j'ai vécu à Singapour de 2000 à 2009. Et à Singapour, 3/4 de la population est d'origine chinoise. J'ai eu l'occasion d'aller aussi plusieurs fois en Chine. Et à Singapour, j'ai fait une formation de guide de musée et du coup, j'ai pu creuser un peu toutes ces choses dont je vais vous parler. Et j'ai aussi étudié le mandarin, langue que j'ai malheureusement un peu oubliée depuis que j'habite Marseille. Alors, avant de commencer, allons bon, pourquoi ça ne défile pas? Ah, c'est bloqué. J'ai un souci là. Voilà. Donc c'est bon, c'est parti. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année du lapin d'eau. Alors je vous expliquerai tout ça, les animaux et les 5 éléments. Alors le plan, je vais passer très rapidement sur ce que je vais, voilà, comme ça vous savez à peu près où je vais. Donc je vais d'abord parler donc des fondements de la culture chinoise et ensuite des 3 religions ou sagesses qui ont marqué cette culture, sans perdre de vue que cette vision intellectuelle que je vais vous présenter n'est pas forcément celle, je dirais, du chinois ordinaire, qui généralement n'ont pas lu ni Confucius ni Lao Tse. Donc voilà ces 3 religions, j'expliquerai le lien entre chaque. Ensuite, je vais passer un peu de temps sur la pratique religieuse et le syncrétisme, c'est-à-dire le fait que tout cela se mélange, se mêle, et en vous montrant comment ces traditions ancrées dans 5000 ans d'histoire chinoise sont encore très vivantes, à Singapour, dans tous les Chinatown du monde, beaucoup plus qu'en Chine, qui a connu 10 ans de révolution culturelle, de 66 à 76, et où du coup, beaucoup de traditions se sont perdues. Je vous parlerai aussi des principales fêtes et des symboles, parce que là, il y a des choses assez amusantes qui vous permettront sans doute de comprendre ce que vous voyez peut-être sur des porcelaines ou sur des tableaux. Et pour tout cela, j'utiliserai des photos donc, que j'ai prises à Singapour, en Malaisie, en Chine ou à Marseille, vous verrez. Alors, juste un petit truc de spécialiste. Pour transcrire les termes chinois, je vais utiliser la transcription officielle qui s'appelle Pinyin, sauf pour Tao, que nous avons l'habitude en français d'écrire avec un T. Vous voyez comment s'écrit taoïsme, alors qu'en fait, on devrait l'écrire Dao avec un D. Mais voilà. Ça, c'est juste pour les spécialistes. Donc, voilà ma première partie, les fondements de la culture chinoise. Alors, je vais d'abord vous parler du mandat du ciel, qui en fait explique énormément de choses. Le roi ou l'empereur de Chine est le fils du ciel, le grand prêtre, et il va sacrifier, donc faire des sacrifices au ciel pour demander une bonne année, une bonne récolte. Et c'est notamment ces cérémonies qu'il y avait dans le temple du ciel à Beijing. Enfin, Beijing, c'est Pékin. Et ça veut dire la capitale du Nord. Bei, ça veut dire le Nord. Et tout ça a commencé dès le premier empereur, en l'an à peu près, moins 220. Alors, qu'est-ce que le ciel? On peut dire que ça correspond un peu à Dieu, à l'être suprême, celui qui régule l'ordre naturel. Il délègue son pouvoir à l'empereur, donc c'est pour ça que l'empereur reçoit le mandat du ciel, donc en fait une mission spéciale. Et il va régner, l'empereur, donc c'est très idéal ce que je vais raconter, par son exemple, sa conduite morale et non pas par la force. Et c'est parce que justement il est vertueux que les actions humaines vont s'adapter à cet ordre céleste. Et, donc ça c'est très intéressant pour comprendre l'histoire chinoise, si l'empereur a une conduite qui n'est pas vertueuse, il va perdre ce mandat, c'est-à-dire en gros il va être viré, et ça va expliquer des périodes de conflits, de catastrophes naturelles, et va commencer ensuite une nouvelle dynastie. Alors, cet idéogramme, donc, qui veut dire le roi ou l'empereur, Wang, et donc vous voyez, la symbolique est intéressante. Donc il y a un segment vertical qui relie 3 segments horizontaux, et le roi serait celui qui relie donc le ciel, la terre et l'homme.
dans l'harmonie de l'ordre universel. Je vais beaucoup vous parler d'harmonie, hein, ça fait vraiment partie de la culture. La sagesse est la recherche d'une rectitude politique dans l'ordonnancement de ces trois ordres, le ciel, la terre et la société humaine. Donc on parle aussi de pratiques de divination pour connaître la vie du ciel. Hein, le ciel va s'exprimer sur certaines choses. Donc pour ça, on utilisait des carapaces de tortues, et ça a commencé déjà au IIe siècle avant notre ère. On écrivait donc sur la carapace et ensuite on la faisait chauffer, et c'était justement les craquelures qui apparaissaient que le prêtre ensuite pouvait lire et dire, ben voilà, le ciel a parlé, il a dit telle ou telle chose. Donc c'est comme ça qu'en fait sont apparus les premiers caractères chinois qui au départ étaient des petites images, hein, qui représentaient vraiment par exemple une personne, etc. et qui peu à peu sont devenus plus stylisés. Alors ensuite il y a les bâtons de divination. Donc là, bon, on voit ça dans les temples en fait. Alors, on secoue le pot, un bâton tombe par terre, et selon donc ce qu'il y a écrit sur le bâton, on prend ensuite un petit papier qui est dans une sorte de petite étagère sur le côté, et un médium qui est dans le temple va vous aider à interpréter ce qui est dit. C'est un petit peu comme notre horoscope, hein. Peut-être qu'on peut y retrouver ce qu'on veut. Et ensuite, donc, il y a ces blocs de bambou. Alors ça, je l'ai vu, j'en ai même chez moi. On les lance. On se pose en fait dans sa tête une question, on les lance et selon la façon dont ils retombent, on a la réponse à la question, oui ou non. Donc on fait ça 3 fois généralement. Et la meilleure réponse, et je vous parlerai du yin et du yang ensuite, c'est que lorsque, vous imaginez bien, l'un est dans un sens et l'autre dans l'autre. Et la pire réponse est si les deux montrent la partie plate sur le dessus. Donc là vous relancez les dés, enfin j'allais dire les dés. Voilà. Ça veut dire que les ancêtres, les dieux ne sont absolument pas d'accord avec votre question. Donc le yin et yang. Donc là, vous voyez bien qu'il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Et c'est le principe taoïste d'harmonie, de complémentarité des opposés, de non-dualité, on peut dire. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc généralement, le yin représente le féminin, la lune, tout ce qui est intérieur, la partie sombre. Le yang est le masculin, le soleil, l'extérieur, la lumière. Et on retrouve donc ces principes même dans la relation à la nourriture qu'ont les Chinois. Il y a des nourritures qui réchauffent, qui augmentent le yang, et il y en a qui refroidissent, qui augmentent le yin. Et donc, en fonction de l'état de santé dans lequel on est à un moment donné, il faut trouver donc le bon équilibre. Donc à Singapour, alors je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais paraît-il qu'il y a donc un restaurant où on vous prend donc le pouls à la chinoise quand vous arrivez et on vous prescrit donc le menu qui va avec votre état de santé. Donc après, il y a les toniques, des soupes, etc. pour justement toujours rétablir cet équilibre s'il y a un défaut de yin ou de yang. Et la question « avez-vous mangé ?» en chinois est une façon de se saluer. Donc la nourriture est vraiment importante et d'ailleurs on dit qu'elle est un médicament. Ensuite, je passe au livre des mutations, le I Ching, qui est un livre donc de sagesse écrit il y a à peu près 4000 ans, sans doute le plus ancien texte chinois, qui occupe une place fondamentale dans l'histoire de la pensée et qui est vraiment un traité unique en son genre, qui montre donc les états, l'évolution du monde et les différents états. Il fait partie des 5 classiques confucéens, donc je vous en parlerai après. Et chaque chapitre traite d'un thème moral, social, psychologique ou philosophique. Donc on y retrouve, Ba, ça veut dire donc 8, hein, donc les 8 figures de divination qu'on peut appeler aussi donc des trigrammes. Donc il y a des combinaisons en fait soit de traits pleins, donc ça c'est yang, soit de traits en pointillés, donc yin, et il y a donc en tout, vous pouvez calculer, 64 états possibles. La structure mathématique du I Ching a impressionné donc le philosophe Leibniz, qui aurait vu la première formulation de l'arithmétique binaire. Vous voyez, ça remonte à loin. Et donc, c'est en partant d'une opposition ou complémentarité entre les yin et yang qu'on arrive donc à tous les états de transformation possibles. Et donc, pour ces pratiques de divination, on va utiliser donc des petits bâtonnets en combinaison avec le livre. Donc, vous voyez, rien n'est constant dans l'univers, mais tous les changements sont liés les uns aux autres. Je vous parlais des dynasties, la prospérité sera toujours suivie du déclin et ensuite on recommence. On est dans un temps cyclique, hein, c'est très important aussi. D'ailleurs, dans toutes les cultures aussi bien chinoises qu'indiennes, on retrouve donc ce temps cyclique. Ensuite, les 5 éléments, hein, je vous parlais tout à l'heure du lapin d'eau. Donc là, c'est très intéressant aussi. Si vous regardez bien ce schéma,
On peut le regarder dans un sens ou dans l'autre, soit dans le sens de l'engendrement, le bois qui engendre le feu, qui engendre la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau, qui à son tour engendre le bois. Et dans l'autre sens, on a des relations de destruction. Donc tout s'explique, tous les changements dans le monde s'expliquent à partir donc de ces 5 éléments et de cet ordre. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler du Feng Shui. Donc Feng Shui, ça veut dire Feng, c'est le vent. Donc c'est l'idéogramme qui est en haut. Et Shui, ça se prononce, on ne dit pas Shui, on dit Shui. C'est l'eau, donc l'idéogramme d'en bas. Donc c'est ce qu'on appelle aussi en français la géomancie. C'est ce qu'on va utiliser dans l'architecture, dans la façon dont donc on va s'en servir pour l'achat d'une maison, pour agencer un bureau, une pièce, pour se sentir bien chez soi, pour que le flux d'énergie, le chi, circule bien, pour aussi l'emplacement d'une tombe, le choix d'une date pour lancer un projet. C'est vraiment voilà, quelque chose de très très important. La nature est un organisme vivant qu'il ne faut surtout pas déranger, donc il faut s'assurer que le vent et l'eau circulent bien pour assurer donc la prospérité. On en revient toujours à ça, il y a toujours des histoires d'argent en fait. Donc cette notion de chi, donc on peut traduire par air, par gaz, par souffle, par force vitale, voilà, doit circuler, et inversement, donc il faut bloquer les mauvais esprits. Donc quand on rentre dans une maison traditionnelle chinoise, il y a généralement en face de la porte un écran en bois. Et en fait, les mauvais esprits ne vont jamais en ligne, enfin, vont toujours en ligne droite. Donc, si on les bloque, après, nous, on peut passer sur le côté et du coup, être préservé de ces mauvaises influences. On va, par exemple, pas mettre de miroir en face du lit. Et le miroir, alors là, je n'ai pas mis de photo, mais il y a quelquefois des petits miroirs concaves au-dessus des portes et qui renvoient en fait les mauvais esprits. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et tout ça, c'est calculé à l'aide d'une boussole qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'a pas été inventée pour la navigation, mais d'abord tout simplement pour le feng shui. C'est une maquette en fait de l'univers. Alors dans le paysage, le chi est la laine du dragon cosmique et les collines sont le dos du dragon. Un très bon site est protégé au nord par des montagnes. Et par exemple, à Hong Kong, Kolong veut dire 9 dragons en cantonais. Donc il y a eu plein d'histoires en fait, notamment donc à Hong Kong, et des procès contre les Britanniques qu'on a accusés de détériorer le feng shui en construisant un mauvais endroit, notamment des routes. Et on pensait donc là-bas que si des ouvriers tombaient sur un gisement de minerai de fer rouge pendant un chantier, c'était qu'on était en train de faire couler le sang du dragon, donc attention, on arrête tout. Et ils refusaient de continuer à travailler tant qu'un prêtre n'était pas venu faire des rites pour apaiser le dragon. Une maison qui a un mauvais feng shui, par exemple à un coin, vous voyez, c'est une maison là, située à un coin, d'ailleurs on voit qu'elle est fermée, a été très très longtemps délaissée et puis personne n'a voulu la louer parce qu'elle n'avait pas un bon feng shui. Et ensuite ça s'est transformé en restaurant français, mais les Français n'y connaissent rien, donc c'est pas très grave. Alors il y a aussi les lions qu'on voit, alors on en a vu, pour ceux qui étaient là à la visite des pagodes, hein, j'avais expliqué, donc il y avait voilà, lions de part et d'autre de la porte, on trouve ça un peu partout, et c'est eux qui invitent la prospérité, qui font fuir le malheur, et qui dévient les mauvaises ondes, donc la femelle à gauche et le mal à droite. Alors ensuite, j'ai dit que j'allais vous parler du confucianisme, donc c'est vraiment important parce que ça a été pendant 2000 ans un des piliers de la société chinoise, avec le concept de piété filiale, qui est vraiment la source de la vertu et de la culture, de la morale et aussi de l'art de gouverner. Alors, qui était donc Confucius? Donc là, c'est notre façon, je dirais, européenne d'en parler, mais c'est Kung Fu Tse, grand maître Kung, dont le nom a été latinisé par les jésuites. Et il est, bon, en gros, pour retenir, hein, c'est moins 500 avant notre ère, la même époque d'ailleurs que le Bouddha, que Lao Tse dont je vous parlerai après, que les philosophes grecs, etc. Il était donc né dans le nord-est de la Chine, dans une famille noble mais pauvre. Il a été comptable pour le gouvernement, il a été marié, a eu des enfants, et il a passé 15 ans à enseigner, mais il n'a jamais lui-même écrit, hein, ça va être un peu comme Socrate et avec Platon qui écrira.
Et donc les Analectes, je vous parlerai de ces textes après. Donc sa philosophie. Il croyait à la bonté de l'homme, à l'efficacité d'un gouvernement vertueux. Donc si tout est bien ordonné, tout va bien se passer, l'État est une grande famille et l'empereur est le père qui se consacre au bonheur de son peuple et sa mission est de créer l'harmonie du monde. Donc ça, je vous en ai déjà parlé un peu avec cette idée de mandat du ciel. Donc sa philosophie va prôner une société patriarcale tournée vers les traditions. La société doit être dévouée au prince qui lui-même fait preuve de bonté. Confucius pensait comme Platon que les philosophes devraient être rois et que les rois devaient être philosophes. Voilà, l'enseignement est le premier devoir du sage. Donc il était un homme exigeant dans des temps troublés où sévissaient des chefs de guerre et toute sa vie il a cherché en vain un monarque éclairé qui puisse appliquer ses idées. Mais bon, il n'y est pas arrivé d'ailleurs. Il n'était pas un prophète, mais plutôt un éducateur, un sociologue. Et pour lui, l'esprit religieux consiste à accomplir son devoir de citoyen. Donc vous voyez déjà, c'est une notion différente de la religion. Alors, donc je vous parlais de piété filiale. Alors, excusez-moi. Donc c'est vraiment la source de la culture, la base de la morale pour les Chinois. Il s'agit d'être filial vis-à-vis de sa famille et de son pays. Donc on rend hommage à ses parents durant leur vie, au moment de leur mort et ensuite. Donc le culte des ancêtres est très important. C'est d'ailleurs ce qui a été compliqué lorsque les jésuites sont arrivés en Chine. Il y a eu, vous connaissez sans doute cette histoire de querelle des rites. Fallait-il garder ce culte des ancêtres sans lequel les Chinois n'allaient pas se convertir? Parce que c'est vraiment très très important de se marier, d'avoir des fils, donc des garçons qui vont perpétuer ce culte. On ne doit pas mettre en danger le corps qu'on a reçu de ses parents, c'est un peu comme un dépôt que l'on transmet. On doit non plus ne pas voyager trop loin de chez soi et s'occuper de ses parents. Et cette piété filiale s'étend aussi à ses professeurs, pas simplement à ses parents. Donc je vous raconte une des petites histoires, une des plus connues. Dans une famille touchée par la famine, la grand-mère donnait toute sa nourriture au petit-fils. Le père dit à sa femme qu'ils peuvent avoir un autre enfant, mais qu'une mère est irremplaçable, et donc ne pourront pas nourrir ses enfants. Il enterre vivant son fils unique. Mais le ciel a pitié de lui accorde de trouver de l'or en creusant le trou, ce qui lui permet du coup de nourrir sa famille. Donc en fait, voilà, il a été récompensé. Alors la famille, quand la famille est unie, le pays est bien gouverné et l'harmonie règne. Et chacun est à sa place. Alors c'est intéressant de regarder le caractère chinois qui correspond en fait à... ils sont toujours, les caractères sont toujours une combinaison de différentes choses et le fait de l'étudier permet de comprendre beaucoup de choses. Et là, une famille, c'est un cochon sous un toit. Après, vous interprétez comme vous voulez. Ensuite, Confucius parlait de 5 relations dans la société. Donc, il y a entre l'empereur et les sujets, entre le père et le fils, entre le grand frère et le petit frère. Si vous avez lu des romans chinois, on parle souvent de grand frère ou de frère numéro 2, numéro 3, etc. Donc la 4e relation, c'est entre le mari et la femme. Et la seule relation qui soit sur un pied d'égalité est entre amis. Toutes les autres sont... vous voyez bien dans quel sens la hiérarchie fonctionne. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Il n'y a pas un mot unique, enfin au moins dans le chinois traditionnel, pour dire cousin ou oncle, sauf qu'avec la politique de l'enfant unique en Chine, ça a disparu bien sûr. Il n'y a plus de cousins, si vous avez qu'un seul enfant, voilà. Il n'y a pas plus d'oncles et tantes ni de cousins. Dans la société, il y a 4 classes. Donc on parlait d'abord des lettrés, ensuite il y a les fermiers, les artisans et les marchands. Vous voyez que les marchands étaient en bas de la pyramide. L'éducation est très importante et la noblesse est basée sur le mérite et pas sur la naissance. Donc je vous parlerai ensuite des examens impériaux qui eux-mêmes étaient fondés sur les textes de Confucius et en fait on arrivait à une position importante par son éducation et non pas parce qu'on était le rejeton d'une famille noble. Donc ça c'est très intéressant. Alors cette emphase portée sur la famille a un petit défaut, c'est que c'est le manque de conscience sociale. Si quelque chose est public, donc n'appartient pas à votre famille, vous en fichez complètement. Donc c'est pour ça que je fais un raccourci très rapide. Quand vous promenez en Chine, par exemple, les toilettes publiques vont être dans un état absolument infect, mais parce que personne ne s'y intéresse. Alors, l'évolution de la doctrine de Confucius. 2 siècles après sa mort, il va y avoir deux courants différents. Alors, un courant, je dirais, idéaliste, incarné par Mencius, qui va penser que l'homme est bon naturellement,
hein, un peu comme Rousseau. Un courant plus réaliste qui, lui, va être incarné par Sun Tzu, et qui, du coup, vont dire que les autres se plantent complètement, et disent que l'homme n'est méchant et égoïste, mais que l'éducation va permettre de le transformer, de le rendre bon. Alors, c'est quand même assez idéaliste dans le fond. Mais c'est la lignée de Mencius qui va être considérée comme la vraie doctrine, et qui ensuite ce sont ces textes à lui qui vont être utilisés comme base je vous ai déjà dit que Confucius n'avait rien écrit, donc comme base pour les examens. Alors du coup, tout cela, alors un peu plus tard, c'est sous la dynastie Han, qui est à peu près au deuxième siècle, donc non, 3e siècle même de notre ère, ça va devenir en fait un système politique et religieux. Donc vous voyez que par exemple, si vous allez alors à Hanoï au Vietnam, il y a le temple de la littérature. Donc vous voyez, ça se mélange, ça devient en fait une religion. Et du coup, à ce moment-là, Confucius devient comme un saint, donc on voit des statues et on l'honore dans les temples. Et dès le 7e siècle, son image est dans les écoles. C'est une sorte de religion civile. Voilà. Et c'est le lieu où on affichait les résultats des examens impériaux. Alors là, je passe très très vite, hein, pas besoin de tout lire. Je vous montre surtout, donc vous voyez qu'il y a plusieurs livres. Ce qu'il faut retenir, c'est les analectes et aussi le livre des mutations, I Ching, dont je vous ai déjà parlé. Et du coup, presque toute la production savante en Chine peut s'interpréter comme une suite de commentaires sur ces œuvres qui sont vénérées comme étant la quintessence de l'esprit chinois. Et il faudra attendre la fondation de la République de Chine en 1911 pour que cet enseignement soit aboli. Donc voilà, pendant presque 2000 ans, du coup, il a fallu apprendre par cœur tous ces textes. Et ce qui était bon, c'était de les connaître plus que d'être novateur. L'esprit novateur n'a jamais été quelque chose de reconnu en Chine. Alors, et sur les examens impériaux. Donc, pendant la dynastie Song, donc de 960 à peu près 1280, 4 livres vont être choisis pour servir de base. Et donc, pour ces examens. Et donc, en fait, pendant 1200 ans, ce système va être exactement le même. C'est complètement dingue, quoi. Donc, les lettrés, donc, apprenez par cœur, apprenez aussi à interpréter ces textes. Il y avait 3 séries d'examens à passer, donc au niveau local, régional ou au niveau de l'Empire. Et c'est ce qui a assuré la cohésion de l'Empire chinois pendant même les Mongols et les Mandchous, avec une même écriture, même si on ne la prononçait pas de la même façon, mais quand on la lisait, tout le monde comprenait la même chose, une même vision du monde. Mais il n'y a pas eu de nouvelles idées. Donc, le pays des grandes inventions, on parle toujours de la boussole, de la poudre, etc. Mais il y a eu un moment où ça a cessé d'évoluer parce que justement, l'innovation n'était pas vue comme une bonne chose. La langue écrite s'est éloignée de la langue parlée. Il n'y a pas eu de roman décrit. D'ailleurs, en chinois, pour dire roman, on dit petit livre. Bon, ça veut bien dire que ce n'est pas vraiment considéré. Et ce n'est qu'avec la réforme de la langue, en 1917, que la langue courante a pu s'écrire. Sinon, il y avait un divorce complet entre les deux. Confucius reste quand même sur un piédestal, même après l'avènement de la République, donc en 1911. Et on fête toujours l'anniversaire de Confucius, le 27e jour du 8e mois lunaire. Hein, on est dans un calendrier lunaire. Et les gens viennent demander une bénédiction pour les études de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et à Singapour, en fait, la société est toujours fondée sur ces valeurs-là. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous en parler. Mais voilà, bien se dire que le confucianisme est très pragmatique. Il ne donne pas de réponse à la question du sens de la vie. Ce n'est pas une spiritualité, quelque part. Contrairement au taoïsme. Alors, d'où vient le mot? Donc, je vous ai parlé de Tao, Dao. Hein, donc, voilà comment s'écrit, Tao. Et la voie, hein, on peut dire que ça veut dire le chemin, la voie, qui est à la fois une philosophie et une religion. Et donc, ça se fonde sur des textes, dont le Dao de Jing, dont je vais vous parler, de Lao Tzu, et qui s'expriment dans des pratiques qui ont vraiment essaimé dans tout l'Extrême-Orient. Alors, pour résumer, hein, le taoïsme, il apporte une mystique quiétiste, c'est-à-dire de quelque chose de très paisible, qui va être repris par le bouddhisme Shan, qui lui-même va donner le bouddhisme zen du Japon, une éthique libertaire qui va
inspirer la littérature, le sens des équilibres entre yin et yang, qui va donc se retrouver dans la médecine et voilà, le développement personnel, et aussi un amour de la nature qu'on retrouve dans la calligraphie, dans l'art. Donc Lao Tse, donc ça veut dire en fait grand maître, hein, c'est pas son nom en fait. Né, bah là je vous l'ai dit, hein, on pense à peu près vers moins 571, contemporain de Confucius. Et donc sa philosophie, alors je vais essayer d'expliquer un peu, c'est tout un état d'esprit qui n'est pas forcément simple, j'espère que je vais réussir à vous en parler. Ce n'est pas une philosophie dans le sens où on l'entend, ce n'est pas une recherche de la vérité, mais c'est plutôt un type de discours qui contient une vision du monde. Donc la voie, le chemin, la route, se dire aussi c'est l'ordre de la nature. Le Tao est à l'origine de tout ce qui existe et qui, voilà, dans l'univers, aussi bien les guerres, la paix, les calamités, tout arrive par le Tao. Donc l'homme doit réussir à être en harmonie avec ce Tao et adopter une morale de l'inaction. Alors on parle du Wu Wei qui veut dire non-agir. Alors c'est pas une passivité, hein, mais c'est voilà, être en accord avec ce qui se passe, pas vouloir tout. On traduirait peut-être aujourd'hui par lâcher prise, par exemple. Car la nature est éternelle et immuable, il ne faut pas la contrer. Il faut retourner aux sources, à l'état naturel. Laisser les choses suivre leur cours, donc on va retrouver ça chez Spinoza, le philosophe Spinoza, comme l'eau qui coule. Reconnaître l'utilité de ce qui n'est pas. Donc ça repose sur des contraires, ça j'en ai déjà parlé. La vertu, donc admet la participation de l'homme, guide la vie humaine, la société et la politique. Le confucien va réfléchir sur une action à mener, et le taoïsme plus sur quel genre de personne il doit être. Le confucien va observer des rites et des principes pour arriver à l'harmonie individuelle puis sociale, tandis que le taoïste, lui, va être plus dans quelque chose de, voilà, la liberté individuelle, le non-agir. Être uni avec soi-même pour pouvoir ensuite s'harmoniser avec son environnement. Lao Tse est d'accord avec Confucius pour dire que la société doit être gouvernée par un sage, mais il va diverger complètement au moment où il va dire, une fois qu'il y est, il doit en fait ne rien faire, laisser le peuple aller de lui-même. Un bon gouvernement est donc un gouvernement qui ne fait rien. Donc c'est en fait un retour à l'état de nature. Alors le Tao Te Ching, donc c'est très... Bon, vous avez peut-être eu l'occasion d'en lire des passages, donc là je vous laisse regarder celui-là. C'est toujours pour nous difficile à comprendre parce que c'est complètement éloigné de notre façon de voir les choses. Donc ce sont des aphorismes qui sont parfois obscurs, donc le livre est divisé en 81 chapitres, qui ont été lus au cours des siècles, qui n'ont cessé d'être interprétés. Dans certains courants, il a même été au centre de cérémonies, pas vraiment comme un livre sacré, mais plutôt comme des textes de prière. Alors, d'autres textes qui viennent donc du taoïsme, ça va peut-être un peu vous étonner, l'art de la guerre de Sun Tzu, hein, je vous ai dit que j'écrivais ça en pinyin, donc vous n'avez sans doute pas l'habitude de cette orthographe-là. Alors, dans ce livre-là, il y a notamment un chapitre sur le plein et le vide, où il explique très concrètement comment un général doit disposer du lieu de la bataille, le plein, comme un potentiel, donc il y a les moyens, des passes, des entrées, des vides, où il attire l'adversaire de son plein gré pour le battre avec le moindre effort. Et c'est là où on oppose, je ne sais pas si vous connaissez, le jeu de Go au jeu d'échecs occidental. Et le jeu de Go, c'est vraiment, voilà, avec des pierres noires et blanches, de peu à peu constituer des territoires et du plein qui en sert du vide. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, ça figure donc ce qui est dit dans le livre. L'inutilité sociale, l'absence de qualité effective qui est présence en puissance de toutes les qualités possibles, la vacuité d'un cœur libéré de tout souci mondain, voilà, ce sont les aspirations de la voie taoïste. On peut se retirer du monde pour s'en approcher, mais ce n'est ni nécessaire ni suffisant. Pour trouver donc cette libération, pour trouver la voie, un des moyens possibles est l'utilisation de paradoxes. Alors, quand on parle notamment du bouddhisme zen, on parle des koans, ces énigmes. Donc, il y a voilà, un peu la même chose aussi dans le taoïsme.
Et il y a des analogies intéressantes, donc je vous en livre quelques-unes. La roue qui tourne parce que le vide du moyeu, une jarre qui peut contenir parce qu'elle est creuse, les portes et les fenêtres où il faut des trous, le vide. Donc vous voyez comment le vide peut être important. Voilà. Le but de ces paradoxes sont surtout de briser la pensée conventionnelle. C'est une arme polémique contre les doctrines instituées, classiques comme celle du confucianisme. Alors comment cette philosophie est devenue une religion? Donc à peu près au IIIe siècle, on va parler il va Dao Jia et Dao Jiao, et Jiao qu'on traduirait par religion. Donc il y a la philosophie d'un côté, la religion de l'autre, et très vite, il y a plein de pratiques dont je vous parlerai ensuite, qu'on peut considérer, nous, occidentaux, même si j'aime pas employer le mot, comme des superstitions. Il y a plein de choses pour porter bonheur, etc. Alors, donc 2 siècles après Confucius, donc qui a parlé du fait de laisser la nature suivre son cours. Donc là, voilà, c'est aussi beaucoup de... Donc, c'est un maître taoïste, et le livre qu'il a laissé s'appelle aussi comme ça. Et il y a quelques images intéressantes. Donc, un arbre tordu, dont un menuisier ne pourra pas faire de planches, va vivre du coup de sa belle vie au bord du chemin, tandis qu'un arbre bien droit sera coupé en planches, puis vendu par le bûcheron. Donc, le fait d'être inutile est garant de sérénité et de longue vie. Le fait d'être tordu, oui, c'est intéressant. Donc, la réponse dans le non-agir, qui n'est pas passivité ou repli, mais vraiment l'action, qui définit l'action en tant que conforme à la nature des choses. Donc, du coup, l'homme soit se débarrasser de son égocentrisme et de sa volonté de plier les choses à sa mesure, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le lâcher-prise. Voilà, il y a aussi une histoire, l'histoire du rêve du papillon. Un sage rêve qu'il est un papillon, et quand il se réveille, il se demande s'il n'est pas plutôt un papillon qui lui-même rêve qu'il est Chuang-Tzu. Donc, on peut faire le parallèle avec Einstein et la théorie de la relativité. Voilà, il y a matière et énergie, et le fait d'être à plusieurs endroits en même temps. Le changement est l'unique constance. Alors justement, là, je voulais m'arrêter là-dessus, sur les idéogrammes qui définissent l'univers. Donc là, voilà, comment on écrit le mot univers. Et c'est intéressant de voir que c'est la combinaison de espace et de temps infini. Encore une fois, c'est intéressant, de voir des concepts qui sont mis ensemble. Donc, c'est harmoniser ces différentes forces de l'univers. L'harmonie des contraires. Donc, le canon taoïste, je ne rentrerai pas trop dans le détail, parce qu'il y a à peu près 5000 textes qui sont mis en 3 grottes. Ça fait un peu penser aux 3 paniers des textes bouddhistes. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Si vous voulez, après, je pourrais vous donner la liste. Mais bon. Donc après, il y a des sectes, c'est-à-dire des écoles, en fait, qui ont mis en place toute une organisation autour de ça. Il va y avoir des rites, des pratiques d'ascèse, de méditation, de l'alchimie. Et c'est vraiment des pratiques que vont utiliser les empereurs pour s'assurer d'avoir une longue vie. Ou l'immortalité. Bon, ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont essayé. Et on arrive toujours à ça, qu'il faut s'assurer que l'énergie vitale, le chi, circule bien. Donc, par exemple, avec des pratiques d'acupuncture. Hein, le chi, donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans le qigong ou dans le tai chi. C'est une manière de s'assurer que dans les méridiens, alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà pratiqué l'acupuncture, on s'assure en fait que l'énergie circule bien dans le corps. Donc, dans le qigong, c'est surtout avec des pratiques de respiration très, très calme, des mouvements très lents. Le tai chi, ça va être un petit peu plus dynamique, mais c'est la même logique, hein. Et ça s'inspire du mouvement des oiseaux, des panthères. Donc là, voilà une photo prise dans le jardin botanique à Singapour. Et dans les 2 cas, c'est la recherche de connexion avec l'univers et aussi se reconnecter à soi. Donc avant le bouddhisme, et surtout à partir de la dynastie Han, donc le IIIe siècle, le taoïsme s'est défini par rapport à son rival qui était le confucianisme. Le taoïsme donc s'est affirmé a été plutôt cultivé par des artistes ou des lettrés
qui ont été rejetés de la société. Mais ces deux courants de pensée partagent l'héritage du fonds culturel chinois et les choses dont je vous ai déjà parlé. Donc, on peut voir encore une fois quelque chose de plus complémentaire qu'antagoniste. On est vraiment, nous, en tant qu'occidentaux, on va opposer. Mais là, vous voyez encore cette idée de yin-yang. Et certaines œuvres ont été revendiquées par les deux écoles. Je vous l'ai parlé tout à l'heure du I Ching, le livre des mutations. Certains vont le mettre dans la catégorie donc, des livres confucéens et d'autres vont dire non, c'est taoïsme. En fait, bon, voilà, ce sont les deux. Et il y a un adage qui dit on peut très bien être confucianiste le jour et taoïste la nuit. Donc, dans le taoïsme, il n'y a pas d'élite intellectuelle comme dans le bouddhisme. Il y a un mépris des devoirs sociaux. Voilà. Avec l'arrivée du christianisme en Chine au XIXe siècle, le taoïsme, en tant que religion, a décliné, mais son influence est restée très forte. Alors, quand je dis que le christianisme est arrivé au XIXe siècle, c'est plutôt qu'il s'est vraiment beaucoup répandu, mais il est arrivé bien avant, donc XVe siècle. Donc, l'influence du taoïsme est restée très forte et on la retrouve dans les temples, les légendes, des contes, des cérémonies et les fêtes que l'on retrouve dans tous les Chinatown du monde. Alors ensuite, je vais vous parler du bouddhisme, mais très rapidement. Mon propos n'est pas du tout de vous faire un exposé sur le bouddhisme, parce que là, il faudrait plusieurs heures et vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, donc je vais aller assez rapidement. Mais voilà, c'est la troisième religion, entre guillemets. Donc là, on est dans le bouddhisme du grand véhicule. Alors là, je vous dis comment on écrit Bouddha, faux, en chinois. Alors, le bouddhisme a été, quand il est arrivé, donc assez rapidement, deuxième siècle à peu près, au début de l'ère chrétienne. Il a mis ensuite 5 siècles à s'acclimater et peu à peu pénétrer toute la Chine. Et c'était considéré comme quelque chose de très, être bouddhiste, de très héroïque, parce que quelque part, ça allait complètement à l'encontre de la piété filiale, où il faut se marier, avoir un fils, etc. Enfin, donc voilà, là, ça ne collait pas. Donc ça a été difficile à implanter. Alors au 5e siècle, donc il y a un moine dont voilà, l'histoire est très connue, qui s'appelle Xuanzang, qui est parti 17 ans vers l'Inde chercher les écritures bouddhistes et qui est revenu. Alors, donc, il y a là, vous connaissez, des statues de Bouddha ou de Bodhisattva, qui sont des êtres qui, eux aussi, ont atteint l'éveil, mais qui, par compassion, décident de rester dans le samsara, qui est le cercle des naissances, des morts et des renaissances, pour prêcher la bonne parole tant que le bouddhisme n'aura pas atteint tout l'univers. Donc les bodhisattvas sont des sortes de personnes, on pourrait dire un peu comme des saints. Donc un des bodhisattvas les plus connus est celui qu'on appelle bodhisattva de la compassion, donc en sanskrit s'appelle Avalokiteshvara et en chinois mandarin s'appelle Guanyin. Et donc c'est celle, donc c'est devenue une femme, qui regarde, qui voit tous les malheurs du monde et qui soulage toutes les souffrances du monde. Donc voilà, le bouddhisme est arrivé donc d'Inde, a réussi à s'imposer comme le troisième grand courant. Donc au début, il a été vu comme une collection de superstitions étrangères qui permettaient aux moines, donc aux bonzes, de manger sans travailler, de s'écarter des lois de la nature par leur abstinence ou le fait d'être végétarien. Mais en fait, peu à peu, en revitalisant tous les concepts chinois, il a fini par acquérir ses lettres de noblesse et un grand nombre de lettrés sont devenus bouddhistes. Donc là, Bodhidharma, qui est donc le fondateur symbolique du bouddhisme Shan, qui va devenir donc le zen. Il va y avoir Xuanzang, donc au 7e siècle, qui lui donc va, donc là je vous en ai parlé, déjà partir en Inde et va revenir avec les textes. Et c'est à ce moment-là que les 3 enseignements, qu'on appelle aussi les 3 religions, même si ce n'est pas vraiment des religions, donc va arriver. On va commencer à parler de cette fusion entre les trois religions. Donc ça devient encore plus compliqué de les distinguer en fait. Et c'est ce qu'on a donc appelé le syncrétisme, qui va permettre à ces 3 enseignements de cohabiter, d'échanger et d'éviter la plupart du temps les guerres de religion, qui
qui se transformait souvent en lutte d'influence auprès de l'empereur. Donc voilà en quoi ça va se concrétiser. Donc le syncrétisme, donc les 3 voies, ça je viens de vous en parler un petit peu, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, plus donc je dirais un gros mélange qu'on va appeler la religion populaire. Donc je vous l'ai dit en introduction, hein, que j'ai essayé de camper un peu voilà, la philosophie qu'il y avait derrière tout ça. La plupart des Chinois qu'on va voir dans les temples avec leurs bâtons d'encens ne connaissent pas, n'ont pas étudié toutes ces philosophies. Mais ils vont croire au monde des esprits, à la magie, ils ont le culte des ancêtres, ils pratiquent aussi le feng shui. Il y a aussi un mélange d'animisme, c'est-à-dire du culte des esprits, de la nature. Alors, je vous lis une phrase que j'avais trouvée donc, dans un livre sur la culture chinoise. Le chinois porte une casquette à pensée confucéenne, une robe taoïste et des sandales bouddhistes. Et on dit aussi que les 3 religions n'en font qu'une. Et donc, pour les Chinois, pas de problème d'être syncrétistes et de pratiquer tout ça à la fois. Et du coup, c'était très compliqué quand les missionnaires chrétiens sont arrivés, en leur disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. On ne peut pas avoir 2 maîtres différents. Donc là, pour les Chinois, ils ne voyaient absolument pas le problème. Leur religion est surtout une religion efficace. Ça doit servir à protéger des malheurs, etc. La religion, on peut dire qu'elle met l'accent surtout sur le succès matériel. D'ailleurs, si je vous avais souhaité donc une bonne année en chinois, Gong Xi Fa Cai, ça veut dire en fait soyez riches. Voilà. Donc le succès matériel, l'apaisement des morts et des esprits, hein, pour éviter que les fantômes se promènent et viennent vous déranger. Et également la lecture de l'avenir. Donc on a parlé de la divination. Donc là, quand vous voyez cette dame là devant l'autel avec ses bâtons d'encens qui vient prier. On peut très bien prier plusieurs divinités. On peut même aller dans des temples différents si c'est le moment des examens où on va les prier partout pour être sûr que les dieux au moins vous protègent. Donc là, j'ai retrouvé une photo, en fait, prise quand je vous disais qu'il n'y avait plus grand-chose en Chine. En fait, c'est faux, parce qu'il y a quand même des temples donc, où on voit les gens, effectivement, avec des bâtons d'encens et des papiers, enfin, je vais vous montrer ça après, qui brûlent. Mais c'est quand même beaucoup moins courant. Alors, il faut donc éviter que les esprits des morts viennent vous hanter ou vous causer des problèmes. Mais le respect va surtout aller à ces pratiques, c'est pas la logique qui compte, parce qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de clergé, c'est juste des pratiques qui vont se transmettre, je dirais, de génération en génération. Alors, sur le culte des ancêtres. Donc là, vous voyez ce temple-là, et il y a toujours un petit coin où il y a ces tablettes. Et quand vous regardez donc à gauche, vous voyez ça, ces tablettes rouges. Donc là, ce sont des photos prises à Singapour. Vous voyez qu'il y a des photos en haut des tablettes et vous voyez quelquefois une espèce de scotch rouge. En fait, c'est que la tablette, elle est prête, elle est préparée avec la photo, par exemple, pour un couple, de l'homme et de la femme. Et le scotch va rester sur la personne qui est encore vivante et on voit la photo du membre du couple qui est décédé. Et on pense que ces tablettes contiennent une partie de l'âme. Et donc, on va brûler donc de l'encens. On va demander la protection des ancêtres. Donc, ça va être à la fois, donc là, c'est dans le temple, mais il y a aussi des petits autels dans les maisons. Donc, et cet autel-là est toujours différent des divinités. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a cet hôtel-là, et il y aura l'hôtel juste à côté, par exemple là sur la gauche, avec les statues du Bouddha ou Confucius ou de Bodhisattva. Alors, ceux qui étaient présents donc, à la visite donc au printemps dernier donc, de la pagode vietnamienne, donc, ont vu ces petites photos, hein, vous les voyez là sur la photo de droite. Voilà, ce ne sont pas des petites tablettes rouges. Et encore, tout en haut, on voyait, il y avait
des tablettes qui, effectivement, je pense, pour des gens beaucoup plus âgés. Mais maintenant, on met juste la photo, c'est plus simple. Alors, je vous disais qu'on faisait brûler du papier. Et en fait, c'est très intéressant. C'est que les gens vont aller, donc, avec de l'argent, acheter ce papier-monnaie, et c'est ce papier que l'on va ensuite brûler. Vous voyez, on le met dans un four. Regardez, dans ce grand temple à Singapour, où, voilà, on voit, il y a tout un petit bâtiment où on brûle tous ces papiers. Donc, on ne va pas brûler des vrais billets, ce serait quand même dommage, mais c'est très beau papier, voilà quoi. Moi, je trouve que j'en avais acheté, ça peut faire aussi, on peut faire des jolis collages avec ces papiers qui sont magnifiques. Et l'idée, c'est que la fumée monte vers les dieux, bah, c'est aussi le principe des bâtons d'encens. Alors, croyance en l'au-delà. Donc, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a cette idée à la fois je vous parlais du cercle des vies, des morts et des renaissances, mais il y a toujours un temps entre la mort et de nouveau la réincarnation, où on va être dans une sorte d'enfer, quelque part. Il y a un lieu à Singapour, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle la villa, donc Opar, où il y a une description en fait des différents tourments que l'on va devoir subir en fonction de ce qu'on a fait pendant sa vie. Alors, je ne vais pas décrire tout, mais il y a des trucs assez épouvantables. En fonction de ce qu'on a pu commettre, on se retrouve écartelé, coupé en morceaux. Enfin, c'est bon, pas forcément très, très sympathique. Donc, cette croyance sur l'au-delà, elle n'est pas très claire. On pense que l'âme a 2 éléments ou 3, qu'il y en a une partie qui traîne sur la terre. Donc, il faut tout faire pour l'envoyer dans le monde des esprits pour justement être tranquille, comme je le disais tout à l'heure. Dans le bouddhisme, il y a cette idée d'enfer et de purgatoire. Dans le taoïsme, a priori, il n'y a rien. Et pourtant, il y a quand même des histoires de réincarnation. Alors, ce que pensent les gens, que après la mort, il va y avoir un jugement tous les 7 jours. Donc, voilà, au bout de 49 jours, on est passé par 7 jugements. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les photos, là, il y en a juste 4. Et selon ce qu'on a fait, on va subir tel ou tel tourment. Le 100e jour, l'âme va au 8e jugement, et le premier anniversaire du décès, le 9e jugement. Donc vous voyez qu'il y a des temps de deuil, résultat, hein, des choses à observer. Donc, et au 3e anniversaire de la mort, c'est le 10e jugement, et c'est là que la période de deuil s'achève pour un Chinois, je dirais, voilà, traditionnel. Ce que fait le défunt, il boit une potion qui lui permet d'oublier ses vies précédentes et chaque fois les châtiments qu'il a subis, et qui va partir sur la roue de la renaissance, la samsara, et il va y avoir des prières pour passer chacune de ces étapes. Alors les vêtements de deuil sont en blanc ou noir pour les enfants, bleu pour les petits-enfants. Et alors, je vous ai parlé des bâtons d'encens. Généralement, alors ça, je l'ai raconté quand on était dans la pagode Truklam. C'est quand on vient donc honorer les dieux, on va utiliser 3 bâtons d'encens, donc qui représentent le ciel, la terre et l'être humain. Et en cas de deuil, on va en utiliser que 2, puisque l'être humain n'est plus là. Donc, c'est très, très mal vu, si vous allez dans un restaurant chinois, de planter vos deux baguettes dans votre bol de riz, que ça symbolise en fait les 2 bâtons pour en cas de deuil, et ça porte malheur. Ça va très loin, il faut faire très attention. Moi, ça m'est arrivé à Singapour de parler du fait que j'étais allée au cimetière, et surtout, il y a cette espèce de peur énorme de parler de tout ça, que ça risque de porter malheur. Donc, voilà, donc il faut faire très attention à ça, si vous avez des amis chinois. Alors, le culte des divinités. Chacun va choisir sa divinité personnelle en fonction de son efficacité. Il n'y a pas de notion de Dieu tout-puissant. On peut manipuler les divinités avec des cadeaux, des bâtons d'encens, etc. Donc des petits autels, on en voit partout dans les magasins. Alors pour ceux je connais pas bien Aubagne, mais pour ceux qui habitent Marseille, donc rue Negresco, il y a un petit supermarché donc tenu par des Asiatiques, et il y a un petit hôtel dans un coin quand on va tout au fond du magasin. C'est vraiment, mais partout, quoi. C'est toujours pour porter bonheur. Théoriquement, il faudrait donc faire ces rites 2 fois par jour, mettre 3 tasses d'eau ou de thé devant la statue,
la petite statue. Donc là, vous voyez bien qu'il y a 3 bâtons d'encens hein, sur la photo de droite. Donc voilà une photo que j'avais prise aussi à Truclam. Et vous voyez que toutes les offrandes sont en nombre impair. Vous voyez bien les 3 oranges. Alors que si c'est des offrandes pour les ancêtres, on mettra tout en nombre pair. Alors, l'empereur de jade, c'est un dieu d'origine taoïste qu'on va considérer comme le chef des autres dieux. Et donc, il a plein d'autres noms et il porte une tablette de jade. On l'honore les 1er et les 15e jours du mois lunaire. Alors après, bon, je vais passer assez vite hein, sur certaines divinités. Voilà, ça peut un peu vous expliquer ce que vous voyez si vous avez voyagé. Donc, Guanggong est toujours vénéré de nos jours, aussi bien par les taoïstes que par les bouddhistes. Et il est populaire à Hong Kong comme dieu de la guerre, des hommes d'affaires et des policiers. Donc là, je ne sais pas maintenant, hein, depuis ce qui s'est passé ces derniers temps, comment ça se passe. On le représente traditionnellement comme un géant à face rouge, ce qui symbolise la loyauté et la droiture, et une longue barbe. Et il porte une arme qui pèse, paraît-il, au moins 40 kilos. Il a été immortalisé dans le roman des 3 royaumes, où il est dépeint comme un guerrier capable d'exploits surhumains. Il y a aussi le dieu singe, donc là vous allez me dire, bah oui, ça peut venir aussi de l'hindouisme, hein, de Hanuman. Alors on le représente avec la pêche de l'immortalité. Alors j'en parlerai quand je parlerai des symboles, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait un objet ou un fruit aura une importance de par son nom. La façon dont le nom se prononce, bon par exemple, pêche et en chinois, vous savez que les mots ont une syllabe et il y a différents tons. Et pour une même syllabe, il peut y avoir des façons d'écrire différentes, des idéogrammes différents, donc des significations différentes. Mais si quelque chose se prononce de la même façon, du coup, ça va symboliser, voilà, par exemple, la pêche, voilà, l'immortalité. Voilà. Je reviendrai sur cette notion de même syllabe, vous allez comprendre que c'est important. Alors, Dieu des portes, donc là, quand on arrive à un temple chinois, il y a toujours, ce sont les gardiens, en gros, voilà, gardiens des portes, qui sont plus ou moins effrayants, c'est toujours pour faire fuir les mauvais esprits. Donc, je vous ai parlé déjà du bodhisattva de la compassion, Guanyin, celle qui voit tous les malheurs du monde et qui est capable de soulager avec toutes ces... Là, on la représente avec toutes ses mains. Ça ressemble peut-être à un dieu hindou, mais là, ça n'a rien à voir. Il y a aussi le dieu de la cuisine, donc ça c'est assez marrant aussi. Donc lui, il retourne au ciel le 23e jour du dernier mois de l'année, donc juste avant le Nouvel An chinois, pour faire son rapport sur l'année écoulée à l'empereur de Jade, dont je vous ai parlé, qui ensuite, lui, va récompenser ou punir la famille. Donc ce qu'on offre à ce dieu de la cuisine, c'est des choses bien collantes pour que sa bouche ne puisse pas s'ouvrir et que du coup, il ne puisse rien dire sur la famille. Pour qu'il ne répète pas ce qu'il entend dans la cuisine, parce que c'est, par définition, la cuisine est l'endroit où tout se passe. Alors voilà, je peux vous raconter son histoire, hein, j'ai encore le temps. Donc il était Zhang Dang, il s'appelait, était marié à une femme très vertueuse. Il la quitte pour une jeune fille, et l'histoire tourne mal, il devient aveugle, donc mendiant. Un jour, il se retrouve dans son ancienne maison sans le savoir. Et sa femme, donc son ancienne femme, le traite très bien. Donc, il finit par raconter son histoire et il se met à pleurer. Et à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent, il reconnaît sa femme et, mort de honte, se jette dans le feu. Et sa femme ne peut pas le sauver. Et il ne reste de lui qu'une jambe. C'est pourquoi un tisonnier, hein, pour un peu voilà, bouger les cendres, est souvent appelé la jambe de Zhangdan. Voilà, petite histoire. Alors ensuite, donc, il y a des statues de Confucius, ça je vous l'ai déjà dit. Ah, donc la déesse de la mer. Alors elle, c'est voilà, l'histoire d'une jeune fille qui sauve des personnes de la noyade. Et un jour, dans un rêve, elle sauve ses frères et son père pris dans une tempête. Mais sa mère la réveille, elle est en train de rêver, et du coup, elle lâche son père qu'elle tenait entre les dents pour l'aider à sortir de l'eau. Mais les frères reviennent et parlent d'un miracle. Mais n'ayant pu sauver son père, elle part au ciel, et de là, elle guide les bateaux en difficulté.
le dieu du soleil et la déesse de la lune, hein, un peu les complémentaires, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de yin et yang. Alors, vous avez sûrement déjà vu ces trois statues. Il faut toujours les mettre dans cet ordre-là, Fu, Lu, Shu. Et ils représentent, Fu c'est le bonheur, et Fu ça veut aussi dire chauve-souris, donc on verra plus tard hein, que chauve-souris, si vous voyez des chauves-souris partout, c'est que ça représente le bonheur. La richesse, Lu, et Shu, donc le haut rang, voilà. La longévité, hein, Shu, donc je vous montrerai aussi comment c'est représenté. Il y a aussi, donc là, les voilà, pardon, de nouveau, Fu, Lu, Shu. Hop. En l'occurrence, tiens, oui, je vous dis Fu, Lu, Shu, puis là, en fait, c'est dans l'autre sens, mais bon, mais on prononce toujours comme ça, bon, bref. Il y a les 8 immortels, donc là, il y a plein d'histoires, hein, un peu des légendes que connaissent tous les enfants, il y a des bandes dessinées là-dessus, etc. Ils représentent un peu tous les états de vie, de vieux, jeunes, masculins, féminins, civils, militaires, riches ou pauvres, de différentes périodes aussi. Et ils datent probablement de la dynastie Yuan, qui était la dynastie des Mongols, qui commençait au XIIIe siècle. Donc là, voilà, bon, c'est juste voilà, leur nom et... Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas la peine, mais encore une fois, je pourrais voilà, revenir là-dessus si ça vous intéresse. Alors, donc, il y a aussi croyance aux esprits et médiums, hein, donc il y a des gens qui aident à rentrer en lien avec ces esprits. En cas de problème après un décès, on va consulter un médium voilà, pour savoir si l'esprit donc, de l'ancêtre est en paix. J'ai eu l'occasion en fait de rencontrer à Singapour un prêtre taoïste qui nous a parlé de certains rites un peu bizarres. Ils ne doivent pas utiliser leur pouvoir pour gagner de l'argent, donc c'est toujours voilà, gratuit. Et on considère que ces personnes sont inspirées par le dieu singe. Et du coup, sur le site d'un accident, il ne faut pas trop s'approcher parce que l'esprit mauvais peut venir en vous. Et l'esprit, il cherche toujours un corps dans lequel aller. Alors, je vous ai parlé de trucs un peu bizarres, c'était notamment les mariages de papier. Donc là, ce prêtre qu'on avait rencontré nous avait raconté qu'en fait, et c'est vraiment très, 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 très curieux, mais les gens y croient. Donc, je vous ai dit que un des devoirs, c'était d'être marié et d'avoir des enfants pour perpétuer je dirais, voilà, que le culte des ancêtres, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de vous après votre mort, notamment. Donc, les esprits non mariés se sentent seuls. Donc, il faut faire quelque chose. Ça commence souvent par un rêve que fait un membre de la famille. Il apprend qu'un défunt de la famille, qui ne s'est jamais marié, désire de se marier. Et du coup, on va arranger un mariage. Donc, voilà, mariage de papier. Donc, on va avec l'horoscope, il va y avoir plein de choses pour trouver un esprit qui corresponde. Et il va y avoir des cérémonies. Alors, tout est en papier, c'est assez incroyable, hein, et avec une maison en papier, etc. Et des personnages. Donc, bon, voilà, on n'a pas eu le droit de prendre de photos. Donc, voilà, la magie, etc. Alors, le grand pouvoir de l'écriture. C'est un petit peu, il y a ça aussi dans le judaïsme, où on ne va jamais jeter un vieux texte, même s'il ne sert plus. Donc, dans la culture chinoise, voilà, ces papiers peuvent servir de talisman, et où on va brûler ces papiers sur lesquels sont écrites des formules, et les cendres sont ensuite avalées avec de l'eau. Principale fête. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais surtout vous parler du Nouvel An chinois, bien sûr, parce que c'est de l'actualité. Alors, le Nouvel An, en fait, c'est la fête du printemps. Les 15 premiers jours du Nouvel An lunaire, de la nouvelle à la pleine lune. C'est le seul moment où, alors en Chine, moi j'ai eu l'occasion de voyager à ce moment-là en Chine, c'est le seul moment où plus rien ne marche. Tous les gens rentrent chez eux pour être avec leur famille. Hein, c'est le grand rassemblement comme pour nous à Noël. C'est le seul moment où vraiment certaines choses ne se passent plus. Alors, quelle est l'origine de cette fête? Un monstre au bord de la rivière jaune, appelé Nian, Nian ça veut dire année, ça tombe bien, avait tué beaucoup de gens. Donc tout le monde avait peur.
Un an après, ce monstre revient, mais comme les gens se sont préparés à son retour, sous les conseils d'un sage, et qui leur a donné en fait la recette pour le faire fuir, faire du bruit, du feu, arranger un autre monstre pour lui faire peur, donc la danse du lion, que je vais vous montrer en photo après, s'habiller en rouge, vous voyez la rouge c'est la couleur du feu, donc tout est peint en rouge, on fait claquer les pétards pour lui faire peur, on met des inscriptions donc rouges sur les portes. Donc voilà, ça explique l'origine voilà, de la couleur rouge. Donc là, avant que je passe à la diapo d'après, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, sur la petite vignette qui est le plus à droite en haut, il y a le caractère fou qui veut dire donc le bonheur et c'est à l'envers parce qu'en fait le mot envers, Dao, signifie aussi qui se répand. Donc en fait ça veut dire que le bonheur se répand sur vous et voilà va ruisseler. Donc voilà, on met ce caractère, on le suspend à l'envers. Sur la petite vignette en bas à droite, vous voyez des petites enveloppes rouges. Donc là, c'est des offrandes. En fait, on fait des cadeaux. Hein. Au lieu de faire des cadeaux à Noël, là, on met des billets dans l'enveloppe. Alors, je reviendrai là-dessus, mais je voulais vous le montrer sur l'image. Donc, vous voyez toutes les... Voilà, aussi bien ces inscriptions rouges, les lanternes. Du coup, bah, on peut se faire des inscriptions. Hein. Il y a des calligraphes partout, donc qui écrivent des formules qui portent bonheur. Et la danse du lion. Voilà, je reviendrai là-dessus. Mais je veux juste expliquer une chose avant. C'est que c'est très important, c'est le moment où on fait ce qu'on dirait en français le nettoyage de printemps. Ensuite, pendant cette période-là, donc on fait tout ça juste avant le Nouvel An. Ensuite, on ne va pas utiliser le jour du Nouvel An de balai, de peur de balayer la bonne chance, de la faire partir. On cache les ciseaux et les couteaux qui pourraient couper cette bonne chance. On va avoir des habits neufs, même des sous-vêtements neufs. On va régler ses dettes. On tourne le dieu de la cuisine vers le mur, parce que là, il est parti au ciel, hein, je vous ai parlé de lui. On va mettre des décorations et des inscriptions partout. Donc, les semaines avant le Nouvel An, les dieux quittent la Terre. Donc, c'est la meilleure période pour les mariages, les transactions diverses, où on est sûr de ne pas mécontenter les dieux. On va s'habiller en rouge, ou en tout cas avec des couleurs vives, et surtout, n'allez pas à une fête habillée en noir, ça c'est vraiment, ça va pas du tout, ça porte vraiment malheur. Qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, grand dîner voilà, donc le soir, juste avant le premier jour, dîner de famille, dans lequel tout le monde se revient. On revient même quand on est à l'étranger pour honorer ses ancêtres. Et j'ai entendu dire à Singapour que les traditions se perdaient et que certains jeunes préféraient se faire des beaux voyages ailleurs plutôt que de retourner chez leurs parents. On fait une nuit blanche. Donc on donne ces petites enveloppes qu'on a données la veille. On va les mettre sous l'oreiller. C'est comme la petite souris avec les dents de lait. On en donne aux personnes non mariées, généralement alors ça c'est à Singapour, hein, on donne 2 billets de $2. On donne surtout pas le billet de $5 parce qu'il est vert et ça sera pour le deuil. Oui, il faut vraiment faire gaffe à tout. C'est pas le montant qui compte, mais c'est plutôt les vœux de bonheur. Et pendant 15 jours, on donne des étrennes aux gens que l'on voit. On leur offre aussi donc des mandarines. Et généralement, quand nous sommes allés chez nos amis chinois invités pour le Nouvel An, donc pas le repas familial, mais quelques jours après, on arrivait donc avec nos oranges et ils nous en donnaient dans l'autre sens et ça fait circuler la bonne chance et l'argent. Alors, les danses du lion, on en voit partout. En fait, c'est les entreprises, les volets, là, vous voyez que ce sont des restaurants ou un bar. On fait venir donc une compagnie qui fait la danse du lion avec tous les grands tambours qui font beaucoup de bruit, encore une fois, pour faire fuir tous les mauvais esprits. Je parlais d'une autre fête qui est très intéressante aussi, Qingming. Donc là, c'était dans un cimetière à Singapour où j'étais allée partir prendre des photos parce que c'est assez extraordinaire. Les gens, en fait, vont faire donc ces offrandes et avec plein d'objets en papier. Vous voyez, par exemple, vous pouvez offrir une belle Mercedes en papier aux défunts. Il y avait des téléphones portables en papier. Enfin bon, et vous brûlez tout ça. Vous apportez aussi à manger les plats préférés de vos défunts. Et il y a même des
des magasins où on achète du coup tous ces objets en papier. Vous voyez, c'est absolument magnifique, hein, on n'a pas du tout envie de les brûler, en fait. Alors, il y a le Dragon Boat Festival. Donc là, je n'ai pas de photo. Je voulais juste vous montrer, oui, la fête des lanternes. Alors, il y a la fête aussi des fantômes affamés. Donc ça, je vous ai dit, hein, attention à ces esprits qui ne sont pas en paix. Et on va leur offrir de l'encens, de la nourriture, des cadeaux en papier un petit peu partout. Voilà. Mais on ne connaît pas trop l'origine de la fête. La fête des lanternes, c'est aussi la fête de mi-automne. La fête aussi des mooncakes, ces fameux petits gâteaux. Donc là, bah pareil, je vous raconte aussi l'histoire. Donc, à l'époque de l'empereur Yao, vivait un chasseur, un archer d'élite. Et un jour, il y avait normalement 10 soleils qui se succédaient pendant 10 jours, qui asséchaient les rivières, qui brûlaient la terre. Et en fait, donc l'empereur demande à cet archer d'abattre 9 soleils avec ses flèches, et pour qu'il n'en reste plus qu'un, pour que ça soit quand même, le climat soit un peu plus facile à vivre. Et du coup, bah, cet archer commence à avoir une très belle réputation. Du coup, décide de devenir immortel. Il va chercher, donc il part à la recherche de la déesse, la maîtresse du jardin de longue vie, qui lui confie un élixir à partager avec sa femme lorsqu'ils seront âgés. Et puis en fait, bon bah voilà, il raconte ça, il rentre chez lui, il raconte ça à sa femme, il met l'élixir dans une boîte. Et vous imaginez la suite de l'histoire. Un jour qu'il était à la chasse, le désir de connaître l'immortalité devient vraiment tellement fort que la femme, du coup, ouvre la boîte, donc c'est pas la boîte de Pandore, pour boire sa moitié de l'élixir. Et à ce moment-là, donc, lui, donc l'archer rentre, il voit sa femme en train de boire, et elle, tellement surprise, bah, du coup, qu'elle en avale toute la bouteille. Et du coup, comme elle a trop bu, elle a perdu le contrôle de son corps, elle s'élève jusqu'à la Lune, et depuis, elle est sur la Lune, et elle y réside avec le lièvre de Jade, qui est chargé de fabriquer donc, cet élixir. Et il y a des histoires qui racontent, si vous regardez la Lune, que vous verrez un lapin. Voilà l'histoire du lapin. Alors, l'histoire des mooncakes, donc ces petits gâteaux, alors, c'est pas hyper bon, hein, c'est avec de la pâte de haricots rouges, quelquefois il y a un jaune d'œuf au milieu. Mais la tradition, c'est d'en offrir. Donc, on se retrouve, quand on vit dans ces pays-là, on se retrouve toujours avec une boîte de mooncakes. La tradition veut que le signal de la révolte des Chinois Han contre la dynastie mongole Yuan, qui allait amener à l'avènement donc des Ming, hein, donc ça c'est au XVIIe siècle, que le signal a été donné par le biais de gâteaux qui étaient cachés à l'intérieur de ces gâteaux que seuls les Han consommaient. Et du coup, bah, voilà, on a continué de faire ces petits gâteaux. Alors, je vais passer à divers symboles que vous avez sûrement vus, notamment justement sur des porcelaines, sans savoir ce qu'elles signifiaient. Alors, le plus important, c'est le double bonheur. Hein, vous voyez bien que c'est que 2 caractères mis l'un à un côté de l'autre. Et donc, ça symbolise l'union des nouveaux mariés. Et ça apparaît sur tous les objets de mariage, où tout est rouge. Surtout pas de blanc, qui est la couleur du deuil. Donc, les invitations en rouge ne seront pas écrites sur du blanc. Du mariage, la mariée, reine pour une journée, est représentée par le phénix et le marié par le dragon, qui est le symbole de l'empereur. Alors, il y a aussi le calendrier, hein, je vous ai déjà un peu parlé de lune, hein, donc calendrier lunaire, proche de la nature. Donc, Almanach est probablement le plus vieux livre, ça existe depuis à peu près l'an moins 2000 et quelques, qui était imprimé par l'empereur. Et la publication donc, annuelle donc, de cet almanach a cessé donc, avec la fin de l'Empire en 1911. Il contient des sorts à jeter, il aide pour le choix des prénoms, l'interprétation des rêves, les présages. Il donne aussi par tranche de 2 heures quels sont les horaires qui portent bonheur pour faire telle ou telle activité. Il y a aussi des bonnes dates pour des événements, pour des cérémonies occultes. Et le mieux, c'est le 1er ou le 15e jour du mois lunaire. Ensuite, le zodiaque. Alors, j'avais dit que je vous parlerais de ça. Je vous ai parlé du lapin et je vous ai parlé du lapin d'eau. Hein, les 5 éléments. Vous vous rappelez de la circulation. Donc, voilà, les 5 éléments.
Donc, en fait, il y a 12 animaux qui, en fait, sont dans l'ordre où ils ont répondu à la convocation du Bouddha, qui a demandé à tous les êtres vivants de venir. Donc, ça commence par le rat, ensuite le taureau, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre ou le mouton, ça dépend des interprétations, le singe, le coq, le chien et le cochon. Oui, je vous ai dit lièvre, moi j'ai dit lapin tout à l'heure, enfin bon, voilà. Donc, il y a 12 animaux, d'accord? Il y a 5 éléments. 12 animaux, 12 multiplié par 5, ça fait 60. Et 60, c'est l'âge idéal. En fait, le plus gros anniversaire que va avoir un Chinois, ça va être pour ses 60 ans. C'est le moment où on a parcouru tout le cycle. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Et il considère, il ne fait pas tous les anniversaires. L'anniversaire, c'est en fait le nouvel an. C'est comme si tous les anniversaires arrivaient en même temps. Je vous ai dit que la longévité était aussi quelque chose de très important. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire, hein. Vous voyez le caractère et vous voyez aussi comment c'est stylisé. Donc là, c'est des photos que j'avais prises en visitant les tombeaux des empereurs donc au Vietnam, à Hue. Donc quand j'ai eu l'occasion de vous parler du Vietnam, je disais que le Vietnam avait été chinois sous domination chinoise pendant à peu près 1000 ans. Donc il y a énormément de choses chinoises au Vietnam, surtout à partir du milieu. Le Hue, c'est à peu près au milieu, hein, et notamment le nord, Hanoï, etc. Donc la longévité, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Un chiffre qui est très important, c'est par exemple 10 000. Et 10 000, ça veut dire aussi, du coup, 10 000 ans, c'est comme l'éternité. Et quand on souhaitait un bon anniversaire à l'empereur, on lui disait que vous puissiez vivre 10 000 ans. Après, il y a plein de symboles en fonction justement de la façon dont se prononce le nom, qui se prononce de la même façon que Shu, la longévité. Donc il y a le cerf, le citron chinois, le phénix, la gourde, les pêches, l'association du pin, du bambou, de la fleur de prunier sont aussi synonymes de longévité, ainsi que la grue. Alors ceux qui sont venus à Truclin, vous vous rappelez qu'il y avait une statue d'une grue, hein, de cet oiseau avec des longues pattes sur une tortue. Donc ça représente aussi la longévité. Et on considère, ça j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé des anniversaires, on considère qu'on a 1 an à sa naissance. Donc on compte pas on compte pas l'âge de la même façon. Je vous ai déjà parlé donc de ce caractère de bonheur, fou, et fou, alors ça s'écrit d'une autre façon, mais ça veut dire aussi chauve-souris. Et du coup, dans beaucoup d'objets, de panneaux sculptés en bois, etc., on retrouve des chauves-souris qui, pour nous, je dirais, les Occidentaux, on s'en méfie plutôt, hein, c'est plutôt négatif. C'est un peu comme les dragons d'ailleurs. Ça n'a pas la même signification selon les cultures. Dans la culture chinoise, voilà, fou, c'est vraiment, vraiment important. Alors, les nombres, très important aussi. Donc là, je vais vous montrer à la fois la façon dont ça s'écrit en chinois et ce que ça signifie. Donc, 1, c'est pas très très bon parce que ben voilà, c'est pas bon d'être tout seul. Mon meilleur, donc d'être en paire. Donc là, vous voyez comment s'écrit le I, voilà, donc là, San, c'est 3. Donc là, c'est 3 barres. Vous voyez, c'est facile à écrire là pour l'instant. Là, il n'y a pas de signification particulière au 3. Donc, je n'ai rien marqué. Donc, le 4, I, San, Se. Oui, Se, ça se prononce comme la mort. Donc, très, très mauvais. Donc, vous évitez voilà, d'utiliser ce chiffre-là. Par contre, 44, la façon dont ça se prononce va faire penser à la phrase comme vous le désirez. Donc, on pourra l'utiliser comme ça. Donc là, c'est plutôt un souhait. U, c'est donc 5. Donc, c'est aussi comme une négation. Mais une négation de négation, c'est positif. Donc, voilà, ça dépend comment vous l'utilisez. 6, super. Tout coule bien. Hein, c'est ce que ça signifie. C'est un très bon numéro. Alors, c'est rigolo parce que nous, c'est le chiffre, dans l'Apocalypse, c'est le chiffre de la bête, du diable, du mal. Encore une fois, voilà, ça dépend dans quelle culture on se trouve. Alors, le 7, le mois des démons, le 7e mois. C'est pas un mois où il faut
il faut se lancer dans des grandes aventures, car ça va sans doute mal tourner. Le 8, très bon. Alors, on avait la chance à Singapour de vivre au numéro 8 dans une rue. Donc ça, certaines personnes paieraient très très cher pour avoir notamment une plaque d'immatriculation de la voiture avec des 8. Là, le 8, c'est magnifique. Et aussi bien en mandarin qu'en cantonais, de la façon dont ça se prononce, ça évoque la prospérité. Donc là, le 8, certains sont prêts à payer très cher pour notamment avoir 8, 8, 8 sur leur voiture. Et 9, voilà, ça évoque l'éternité. Donc, vous avez vu que la longévité ou l'immortalité était quelque chose de très important. Je vais terminer là pour laisser un peu de temps aux questions. Donc là, vous voyez ces lanternes. Alors là, c'est dans un temple, mais dans les maisons, on en met partout. Alors moi, j'ai cessé, maintenant ça fait 13 ans que j'ai quitté Singapour, donc maintenant je ne les mets plus. Mais voilà, on a tout un sac de décorations, comme on a les décorations de Noël, mais il y a aussi toutes les décorations de Nouvel An. Et donc ces lanternes rouges, on les accroche un peu partout. Là, vous voyez qu'il y a les petites enveloppes. Et c'est dans ces petites enveloppes qu'on met les étrennes. Alors on les donne toujours avec les deux mains, hein. C'est comme des cartes de visite et tout. Voilà, c'est vraiment un signe de respect. Et là, je vous ai parlé du fait que le printemps aussi était, le Nouvel An, c'est la fête du printemps. Et là, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais l'idéogramme qui est là, voilà, représente, c'est le printemps. Donc, ce signe apparaît souvent sur ces petites enveloppes rouges. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est tout. Je préférais laisser du temps pour des questions parce que je suis sûre que vous en avez. Voilà, à vous la parole. Merci Agnès. Bien, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer la partie questions, éventuellement discussion. Merci.